Oui, bonjour à tous. On est vraiment très heureux à l'agence, à la région, au sein de la TFE, de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de lancement de deux missions régionales. Une fois n'est pas coutume. On a choisi là aussi de vous faire gagner du temps en vous présentant ces deux missions à la fois, parce qu'il y a des choses en commun et c'est une zone voilà, commune pour la région, l'Amérique du Nord. Juste très rapidement, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l'agence de développement économique de la région. Nous nous focusons essentiellement sur les entreprises industrielles de la région, en les aidant pas que sur l'international, mais également sur le volet innovation, investissement productif, emploi, formation et financement européen. Et Bénédicte, Julie et moi-même, que vous allez entendre parler successivement, appartenant à l'équipe internationale de l'agence, c'est-à-dire que nous organisons à la demande de la région des missions à l'international, donc le plus souvent on se focus sur le collectif. L'agence fait partie de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes, qui est présentée ici et dont les membres fondateurs en région sont bien sûr la région, qui a le pilotage, mais également Business France, toutes les chambres de commerce de la région, BPI France pour le volet financement. Voilà, et nous avons un tas de partenaires qui seront d'ailleurs mobilisés au service de ces missions, qui sont les douanes, qui sont l'INPI, qui sont plein de partenaires qui vont venir contribuer en fait à vous former avant de partir. Voilà. Ce que je voulais également dire, c'est que nos partenaires des chambres de commerce, donc vos référents TFE, se proposent, si vous en avez besoin, de vous préparer en amont de la mission et également de faire le suivi individuel après la mission. Donc, si vous ne connaissez pas votre référent Team France Export, vous pouvez revenir vers Julie, vers Bénédicte ou vers moi si vous le souhaitez et nous trouverons la bonne personne. Voilà. Nous allons nous concentrer sur essentiellement la préparation, je dirais, sur place et également en amont des visios collectives qui vous aideront sur un certain nombre de sujets mais qui vous seront présentés par la suite par l'équipe. Voilà. Je passe là. Alors oui, le déroulé. Voilà comment ça va se passer. La région va expliquer pourquoi ces deux destinations. Ce ne sont pas des hasards, ce sont parce qu'il y a des relations longues avec ces deux destinations. On va vous expliquer pourquoi. Ensuite, on vous précisera les secteurs clés pour chacune des deux missions. Donc pour la Pennsylvanie d'une part, pour Montréal avec les EJC d'autre part. La présentation des opportunités marché qui vont être présentées à l'ensemble d'entre vous par Business France, les bureaux qui sont sur place en Amérique du Nord. Nous aurons ensuite deux entreprises qui pourront témoigner de ces marchés-là pour s'y être implantées, pour s'y être intéressées et qui vous feront leur retour d'expérience. Et puis pour finir, l'offre des deux missions qui vous seront présentées donc par l'équipe de l'agence. Puis les questions. Donc, en termes d'hygiène de webinaire, ce que je vous propose, c'est d'éteindre vos micros, de bien noter vos questions dans le chat et on les prendra à la fin si ça vous convient, de manière à être sûr que les réponses qu'on va vous apporter ne sont pas prévues dans le déroulé initialement. Voilà, et on prendra toutes les questions. Donc, je laisse la parole à Lucina si elle est arrivée. Bonjour, elle est tout à fait Eh arrivée. bien, c'est parfait. Lucina Gravière, je suis responsable du service des partenariats internationaux à la région Auvergne-Rhône-Alpes, service qui a dans sa besace, entre autres, l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Deux destinations dont s'occupe Gaëlle Loisel, également présente aujourd'hui. C'est elle qui va vous donner un petit peu plus de précision sur nos deux partenariats au Québec et en Pennsylvanie pour vous expliquer un peu plus avant les raisons de cette double mission ou de ces deux missions selon les cas. Moi, j'aimerais juste vous situer un petit peu ce déplacement du mois de novembre prochain de manière un petit peu générale. Effectivement, il s'agit des missions sous la houlette de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec l'ensemble des partenaires qui sont absolument indispensables pour nos opérations de ce type.
des opérateurs, des acteurs, des organisations à caractère économique d'une part, mais également académique, scientifique, technologique d'autre part, voire culturel ou touristique, selon le cadre de telle ou telle mission. Aussi bien pour le Québec que pour la Pennsylvanie, cette année, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Fabrice Pancook, se déplacera personnellement, conduira une délégation dite institutionnelle et, et c'est à ce titre-là qu'il a souhaité donner du corps à son déplacement et associer justement le volet économique avec les entreprises, c'est-à-dire vous, et ce volet académique d'autre part. Euh, un autre pool d'acteurs qui sera traité en quelque sorte à part. Ce qui est à retenir dans tout cela, c'est que les trois délégations institutionnelles avec le président de région, économiques avec les entreprises et académiques auront leur propre programme qui sont nécessaires pour que la mission soit une réussite pour ces acteurs, pour vous-même. Encore une fois, la région ne fait pas tout cela pour se faire plaisir, pour pouvoir signer un accord de coopération, mais pour appuyer les acteurs de notre territoire. Sur place, donc, vous aurez votre propre programme qui sera esquissé tout à l'heure par les collègues de l'agence et d'autres organisations. Mais il y aura également des croisements avec la délégation institutionnelle et avec la délégation académique. Ce sont justement ces croisements entre les trois programmes, entre les trois activités et occupations qui font souvent la richesse de ces missions régionales. Je ne serai pas plus longue, je laisse la parole à Gaëlle qui va vous donner un petit peu plus de précision sur la destination Québec et sur la destination Pennsylvanie. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous, merci Bettina. Donc rapidement, pour vous donner une idée du cadre général de la coopération entre la région et le Québec, il faut garder en tête que le Canada fait partie des pays prioritaires de la politique internationale de la région et au sein du Canada, le Québec tout particulièrement, puisque l'espace francophone est également une priorité stratégique. Formellement, notre partenaire institutionnel, c'est la Délégation générale du Québec à Paris. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore familiers de la relation entre la France et le Québec, c'est l'équivalent de l'ambassade du Québec, mais le Québec ayant le statut de nation et n'étant pas un pays, ne peut pas avoir à proprement parler une ambassade. Le partenariat a démarré en 1994 et a été renouvelé pour la dernière fois en octobre 2023, et là, avec une feuille de route qui couvre la période 2023-2028. La coopération, elle s'articule autour de 3 axes principaux. Le développement économique d'abord, avec l'innovation, la transition énergétique et numérique, mais aussi la jeunesse et l'enseignement supérieur et plus récemment, c'est dans la dernière mouture de la feuille de route, le tourisme à impact positif et la montagne. Pour vous donner une info aussi, la coopération avec le Québec est celle qui mobilise le plus grand nombre d'acteurs régionaux parmi toutes les coopérations que la région entretient et anime, et qui mobilise aussi le budget régional le plus important. Un exemple de la manière dont cette coopération peut se manifester, au-delà des missions comme les missions d'entreprise auxquelles on espère que vous allez participer, c'est l'accord avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc sur la mobilité des jeunes, ce qui comprend en général des facilités pour les entrepreneurs âgés de moins de 35 ans ou jusqu'à 35 ans. Mais ça, je pense que les collègues de l'agence vous le préciseront à la fin dans la présentation de l'offre. Merci. Je voulais vous dire aussi un mot des entretiens Jacques Cartier, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers de cet événement. Donc la région est un des partenaires financiers historiques du Centre Jacques Cartier. Le Centre Jacques Cartier, c'est une association qui a vocation à créer des ponts, des liens entre les deux territoires, donc Rhône-Alpes au départ, Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui et le Québec.
Le cœur le temps fort de leur activité, de leur programmation, ce sont les entretiens Jacques Cartier, le rendez-vous incontournable des relations entre Auvergne-Rhône-Alpes et Québec. C'est 3 jours de colloques, de conférences et de réseautage. Et concrètement, ce sont des experts, des chercheurs et des décideurs de part et d'autre qui se retrouvent et qui échangent. Donc, le thème 2026, c'est liberté, responsabilité, souveraineté, des défis pour innover ensemble. Donc, il y aura tout un tas de colloques autour de ces thématiques. La programmation sera bientôt révélée, le 23 juin. Ça aussi, je pense que les collègues y reviendront. Vous pourrez être invités à venir découvrir la programmation. Et ensuite, vous dire aussi que pourquoi participer aux entretiens Jacques Cartier pour une entreprise. Il y a 3 raisons. C'est profiter des synergies entre le monde institutionnel, le monde économique et le monde académique, d'une part. Profiter des temps de réseautage avec tous les partenaires du Centre Jacques Cartier, qu'ils soient de la région ou du Québec. Et profiter aussi du Forum des entrepreneurs que le Centre Jacques Cartier va organiser cette année avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On peut passer à la suite, hein. Je vais vite parce que je sais que le temps est compté. J'en viens au cadre général donc de notre coopération avec la Pennsylvanie. Donc là aussi, les États-Unis comptent parmi les destinations prioritaires de la politique internationale de la région. Le partenariat avec la Pennsylvanie remonte à 2006. Donc à l'époque, c'était un cas unique en France, hein. La région Rhône-Alpes était la première à signer un accord de partenariat avec un État fédéré. On célébrera les 20 ans donc, de ce partenariat cette année. Et c'est un partenariat qui, là aussi, vise avant tout le développement économique dans les 2 sens, hein, promotion du commerce, des investissements croisés, l'enseignement secondaire et surtout supérieur, la recherche et l'innovation, avec de très nombreux partenariats entre établissements de la région et de Pennsylvanie, que ce soit des programmes de recherche conjoints, de la mobilité, des doubles diplômes, et dans une moindre mesure, la promotion du tourisme et de la culture. Un petit point à noter avant de céder la parole, ce qui marque l'intérêt aussi de la Pennsylvanie pour la relation et l'importance de la relation avec la région, c'est que cet État est doté d'un représentant en France, en la personne de Nicolas Bernard Masson. Donc, c'est quelqu'un dont la mission principale est d'attirer les investissements français en Pennsylvanie, mais qui est aussi un relais très précieux pour nous de tous les échanges et de la relation directe avec l'équipe du bureau du gouverneur et toute l'administration de l'État de Pennsylvanie. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Gaëlle et Lucina. Alors, on va vous présenter un petit peu les secteurs par mission. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Desbiton, je travaille au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et je suis en charge de la coordination en lien avec le Canada, donc des missions régionales. Donc, pour la mission régionale du mois de novembre à l'occasion des entretiens Jacques Cartier de Montréal, on va cibler 4 secteurs d'excellence de la région, à savoir l'aérospatiale, donc avec déclinaison aéronautique, défense, tout ce qui va concerner les tech et services, donc avec l'intelligence artificielle, au sens large, tout ce qui va concerner la cybersécurité, la confiance numérique, la santé, la medtech, on verra plus loin le détail, et un focus sur l'énergie avec le lien sur l'hydroélectricité, les batteries, le stockage. Bonjour à tous, Bénédicte Solon, chargée de la mission Pennsylvanie chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je vais également vous présenter les 3 secteurs d'excellence ciblés par cette mission qui a lieu aux mêmes dates du 9 au 13 novembre. Donc là, on est sur un premier secteur stratégique, plasturgie, toute la chaîne de valeur liée à ce secteur. Le deuxième secteur, c'est la santé, particulièrement MedTech, donc technologie, solutions médicales pour la santé. Donc, c'est un des secteurs qu'on a en commun sur les 2 missions, comme vous l'auriez noté. Et le troisième secteur, qui est plus large, là, on s'adresse à toutes les entreprises dans tout ce qui est robotique industrielle et automatisation du process. Et nos collègues donc, de chez Business France vont vous particulièrement développer des besoins en Pennsylvanie liés à l'agriculture et tout ce qui est l'industrie de transformation alimentaire, donc agritech et agroalimentaire, et puis également la robotique liée à la plasturgie
et la robotique appliquée à la métallurgie. Donc, 3 secteurs d'excellence avec des sous-secteurs bien ciblés par rapport aux besoins de notre État partenaire. Et je passe donc la main aux experts sectoriels de Business France qui vont vous présenter des chiffres clés, des tendances clés par secteur. Donc, pour la prochaine demi-heure, nous allons couvrir les différents secteurs des 2 missions. Et à la suite de ces présentations, nous aurons ensuite l'intervention, les témoignages de dirigeants d'entreprise. Donc, je passe la main à Business France et à Antoine Dumas, notre expert sectoriel aérospatial pour le Canada. Merci Bénédicte, merci Julie. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Bon, super, super. Désolé, je suis en transit, je ne peux pas mettre la caméra, mais merci pour l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous, enchanté, je m'appelle Antoine Dumas. Je suis basé à Montréal depuis un peu plus de 3 ans désormais et je fais partie d'une équipe composée de 9 personnes qui s'occupe à la fois pour les États-Unis et le Canada des sujets liés à la mobilité, de la sécurité et de la défense. Donc, on parle de la mobilité terrestre, aérienne et maritime. Pour ma part, j'occupe plus les fonctions du Canada pour la mobilité aérienne, sécurité, défense. L'objectif justement de cette petite prise de parole, c'est de vous présenter voilà, le marché canadien de l'aéronautique en quelques minutes. Ça va être un challenge, mais on va y arriver. Et puis ensuite, je vous présenterai un petit peu les opportunités de la défense au Canada qui est un marché en pleine évolution. Alors, l'aéronautique au Canada, je commencerai déjà par Montréal, que vous devez sûrement connaître pour sa francophonie, mais c'est surtout le 3e hub aéronautique du monde, après Toulouse et après Seattle. Connu également pour abriter l'OACI, donc l'Organisation mondiale de l'aviation civile, et également connu pour héberger le salon Aéromart Montréal, qui est une déclinaison du salon Aéromart Toulouse qui a lieu tous les ans à Toulouse. Cette fois-ci à Montréal, il a lieu tous les 2 ans et il est connu justement pour rassembler tout l'écosystème aéronautique du pays et de l'Amérique du Nord de manière générale. Donc, l'aéronautique au Canada, déjà d'un point de vue français, on est environ sur 70 filiales françaises qui sont basées pour une grande majorité au Québec. Le GIFAS a également une représentation ici à Montréal et donc fédère ses membres à travers des comités et une veille active sur le secteur. Et globalement, d'un point de vue français, il y a également un certain nombre de grands groupes français présents ici, à commencer par Airbus. Vous avez sûrement peut-être vu passer récemment, mais Airbus a annoncé la signature d'un accord avec AsiaJet pour plus de 120 appareils, A220, qui est en fait un avion construit ici, au Québec, qui a initialement été développé par Bombardier, le fleuron industriel québécois, mais j'y reviendrai juste après. Donc, on a Airbus qui dispose d'une ligne d'assemblage à Montréal, également Safran, Thales et d'autres grands groupes français qui sont pleinement intégrés justement dans la chaîne de valeur ici. Un petit peu d'histoire pour remettre un petit peu de contexte. En fait, le Canada et le Québec hébergent des fleurons aéronautiques. Ils sont au nom de 3, je dirais. Donc évidemment, le Bombardier, qui était connu anciennement pour voilà, faire de l'aviation civile via le programme A220, anciennement C-Series. Également connu pour des trains, division qui a été rachetée par Alstom il y a quelques années. Connu également pour les skidoo, les 4 roues, etc. Il faut savoir que désormais, ils ont vraiment recentré leur activité sur la production d'avions d'affaires, donc de jets d'affaires, via 2 modèles, le Challenger et le Global, et sortent en moyenne entre environ 150 appareils par an, des usines qui sont basées à Montréal et des usines qui sont basées en Ontario. Donc, c'est le plus important producteur et constructeur d'avions ici au Canada. Un autre fleuron industriel québécois, canadien, c'est Pratt & Whitney, donc qui a été racheté par le groupe de défense RTX, mais qui a gardé quand même une certaine indépendance puisqu'il est lui aussi basé aux alentours de Montréal et qui produit justement un certain nombre de moteurs, notamment ceux qui sont particulièrement utilisés sur les A220, produits également à Montréal.
Et enfin, on a CAE, qui est un petit peu moins connu, mais tout aussi intéressant, qui est en fait le leader mondial à hauteur de 90% des simulateurs de vol pour le civil et pour le militaire. Et donc, c'est une société qui a beaucoup de force et de visibilité ici. Et donc, ces trois pépites sont un petit peu, je dirais, reflètent le dynamisme canadien en matière d'aéronautique. Et donc, en découle évidemment toute une chaîne de valeur autour de ça, puisque, en fait, on a globalement au Canada 5 lignes d'assemblage d'avions. Donc, il y en a pour Bombardier sur le Global Hell Challenger. Il y en a également pour Airbus avec la 220. La 220 sort en moyenne entre 6 et 7 avions par mois de son usine. Donc c'est pour vous dire quand même un petit peu la dynamique et l'intensité industrielle de cette ligne d'assemblage. Et il y a également 2 Havilland, qui est connu évidemment pour ses Canadair, mais qui produit toujours des Dash Q400. Donc là, on est plus par contre à l'ouest du Canada, dans la province de l'Alberta, qui est une province entre le centre et l'ouest du Canada, anglophone. Et voilà. À côté, on a également des lignes d'assemblage pour les hélicoptères, avec deux des plus importants constructeurs mondiaux d'hélicoptères, comme Bell et Airbus Hélicoptères, qui sont à la fois pour Bell basé à Montréal et pour Airbus Hélicoptères basé en Ontario, qui eux aussi euh, observent une croissance qui est quand même assez intéressante de l'un point de vue des besoins pour le Canada, mais aussi pour le marché extérieur. Il faut savoir qu'en moyenne, 80% de la production en fait aéronautique canadienne est destinée au marché de l'exportation. Ce panorama des grands constructeurs et des lignes d'assemblage pour vous dire qu'ensuite en découle une chaîne de valeur qui est au niveau des tiers 1, tiers 2, tiers 3, qui est quand même assez impressionnante. C'est pas pour rien qu'il y a 70 filiales françaises à implanter ici. C'est pour subvenir aux besoins des grands groupes ici. On a également une très forte représentation des entreprises américaines sur place, plus pour le marché de la défense, dont j'aborderai un petit peu après. Mais on voit justement une vraie dynamique industrielle avec un secteur stratégique pour le gouvernement à la fois provincial du Québec et pour le fédéral. Et c'est vraiment un marché entre guillemets très mature ici. Qui est plutôt intéressant et je dirais qui est divisé entre l'ouest et l'est. Pour l'est et pour le Québec, entre guillemets, et l'Ontario, on observe vraiment une vraie dynamique autour du manufacturier et de la construction. Donc, en fonction des services que vous proposez, ça peut être vraiment l'épicentre et de manière générale, c'est l'épicentre d'intérêt. Côté ouest, on est aussi c'est plutôt diversifié. On a un petit peu de fabrication, mais on a surtout de la maintenance, du MRO, de la maintenance, repair and overhaul, pour justement aussi bien les avions que pour les sous-composants des avions, comme les moteurs ou les trains d'atterrissage. Voilà. À noter que l'Ontario, et je terminerai là-dessus pour la partie aéronautique, est le hub canadien pour les trains d'atterrissage. Donc, il y a évidemment Collins qui est présent, et Roudef-Tech qui est également là, et Safran, qui sont les 3 gros producteurs de trains d'atterrissage et qui sont tous les 3 très bien représentés ici. Un petit mot aussi sur le spatial au Canada, avant de terminer et de passer à la défense. Historiquement, il ne s'est pas passé grand-chose, pour être assez transparent avec vous sur le marché du spatial canadien, très dépendant de son voisin du Sud américain. On observe vraiment récemment ce besoin d'améliorer sa souveraineté technologique et spatiale. Et le Canada investit très, très massivement dans tout ce qui est infrastructure et méthode de lancement, avec en chef de file le constructeur de satellites MDA, que vous connaissez peut-être, qui est canadien, qui vient de passer une IPO à New York, mais qui est quand même canadien et qui développe un petit peu l'industrie. Donc ça, c'est un secteur qui est en pleine croissance, toujours un petit peu petit, mais assez intéressant à garder à l'œil. D'un point de vue défense, j'espère que j'ai respecté mon temps de parole. Pour la défense, au Canada, alors je suis en route là en ce moment même pour le plus gros salon de la défense canadien qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le CANSEC. Le CANSEC est l'événement de référence ici au Canada, et subit de plus en plus je dirais de records de participation, puisque le marché de la défense au Canada est en plein boom. Je vous ai mis quelques chiffres ici sur la slide, mais on observe depuis 2 ans maintenant
un vrai changement de paradigme. Historiquement, c'est un pays, le Canada, qui a toujours évité les conflits directs et était assez protégé par son voisin du Sud américain. Et là, récemment, avec aussi bien les invectives de Trump que l'Arctique qui sépare la Russie du Canada, le Canada n'a plus le choix que de se rééquiper, que de réinvestir dans sa défense. Et cela passe plusieurs choses. La première, c'est construire une BITB, donc une base industrielle et technologique de défense au Canada, elle était inexistante avant. 75%, voire 85% des contrats passés par le DND, donc le Department of National Defense, étaient pour octroyer à des filiales ou à des entreprises américaines. Donc c'est pour vous dire de la dépendance américaine de la défense canadienne. Là, désormais, il y a une vraie logique de production locale avec en premier point la production ici, Made in Canada, 100%. Le deuxième point, les partenariats internationaux. Donc là, avec une entreprise canadienne et une entreprise étrangère. Et s'il n'y a vraiment pas la possibilité de produire en local ou de développer technologiquement en local, dans ce cas-là, il y aura la troisième point qui est l'achat étranger. Mais c'est vraiment en troisième point. Donc, cette nouvelle dynamique de défense aussi est organisée sous forme de nouvelle agence. Donc, pour votre information, cet après-midi, en partenariat avec le GIFAS, on organise justement une demi-journée de panels et de présentations sur comment s'oriente et se structure le nouveau marché de la défense canadien. Pourquoi cela? Parce qu'il y a une nouvelle agence en fait qui a été mise sur pied il y a quelques mois, qui a pour vocation de copier un petit peu ce que fait très bien la DGA en France, à savoir structurer les besoins, identifier les opportunités et tout ça en internalisant aussi le processus d'achat et en simplifiant les démarches de manière à ce qu'il y ait un seul organe en capacité de choisir et de défendre. Donc, c'est assez intéressant ce qui se passe. Et donc, il y a des petites choses comme la banque aussi de la défense qui sera basée au Canada. Ça a été confirmé pour les différentes directives de l'OTAN. Reste à savoir où elle sera au Canada, mais elle sera au Canada. Donc, c'est pour vous dire un petit peu aussi la croissance du secteur ici dans le pays. Des investissements majeurs qui sont également effectués. Là, on parle entre l'année dernière, avril dernier et octobre 2025, on parle de 9 milliards qui ont été investis comme ça pour rééquiper, pour former les forces armées et pour les infrastructures aussi, type balises militaires, qui étaient dans une situation non pas déplorable, mais qui avait besoin d'un petit peu de nouveau. En termes de présence locale, donc évidemment, comme Antoine, je vous le disais, oui, pardon allez, d'interrompre. Juste une dernière seconde parce qu'on est déjà un petit peu en bien sûr. retard. Ouais, Parfait, je me merci. dépêche, je clôture, excuse-moi Bénédicte. Juste pour vous donner un petit peu d'informations sur voilà, la présence locale et comment se caractérise le marché. Euh, Dès la présence française avec Airbus Defence and Space, avec Safran Defence and Space également et tous ces acteurs-là. Mais il faut dire qu'il y a de forts acteurs canadiens, mais surtout des filiales américaines qui sont très fortes aussi ici. Donc les filiales américaines et traiter avec ces filiales américaines sont définitivement, disons, des joueurs qu'il faut garder à l'esprit, surtout que ces derniers renforcent leur offset et donc leur éligibilité au contrat du DND. Donc je vais m'arrêter ici. Bénédicte, excuse-moi pour le délai. Évidemment, je suis disponible, je vous laisserai mes coordonnées si vous avez des questions par rapport aux deux secteurs. Business France et moi-même, avec le soutien de la région, nous tenons à votre disponibilité si vous avez un peu plus de questions sur le programme ou sur les marchés en local. Voilà. Merci Merci en tout beaucoup, cas. Antoine. À très bientôt. On va laisser la place à Mathilde pour le secteur tech au Canada. Bonjour à tous et toutes, merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Mathilde Riu, je suis chargée d'affaires export tech basée à Toronto et au Canada depuis on and off presque 12 ans. Et je vais vous parler un petit peu du secteur tech et notamment du numérique au Canada et au Québec plus particulièrement, parce que c'est l'objet de ces entretiens et de cette mission. Donc le Canada brièvement, donc effectivement c'est souvent sous-estimé parce qu'il a le géant américain au sud avec la Silicon Valley, mais le secteur canadien pèse aussi son poids et vaut 84 milliards d'euros. Toronto est la deuxième place financière d'Amérique du Nord. On compte au Canada 55 000 entreprises tech et le Canada accueille des hubs IA
quantique, de cybersécurité aussi, qui sont importants à noter pour les opportunités pour les Français. Le Canada ça a été mentionné un peu précédemment également, mais le Canada est bien connecté aux marchés internationaux, donc américains via la CUSMA, qui est actuellement prochainement en renégociation à partir du mois de juillet, mais également l'Indo-Pacifique via l'Ouest canadien et notamment la plateforme de Vancouver. Et puis, de plus en plus, on le voit notamment sur le numérique, cette volonté de rapprochement avec des partenaires européens via le CETA. Et puis, de plus en plus aussi avec cette approche philosophique et politique au numérique, à la gestion de données, etc. Donc, c'est vrai que c'est disons, un terrain fertile aussi pour les collaborations transatlantiques entre le Canada et la France, et notamment la région. Et puis le Canada aussi est une terre d'accueil compétitive hein, pour les entreprises tech. Il y a beaucoup d'incitations fiscales pour l'innovation avec des crédits impôt recherche, ce qu'on appelle ici le SHRED. euh, et un taux d'imposition favorable aussi pour les entreprises. Et puis d'autant plus les régions, enfin les provinces, pardon, ajoutent également aussi quelques subventions d'attractivité selon les secteurs et les besoins. Et puis le Canada, ayant un système d'éducation et d'enseignement supérieur et de recherche aussi très développé, c'est un lieu qui aussi permet d'accéder à du talent de qualifié, abordable. euh, les ingénieurs et autres. Donc voilà, plus précisément sur le Québec et notamment Montréal, qui est bien connu des Français, c'est évidemment la plus grande communauté française hors Europe. On y trouve beaucoup de filiales d'entreprises françaises installées sur le Grand Montréal. Montréal représente 25% de la captation du capital risque, donc du VC canadien. Et voilà, donc c'est vrai que Montréal, je veux bien la next slide, s'il vous plaît, pour passer un petit peu plus en détail sur les secteurs. Donc, Montréal est un hub d'IA d'excellence. On y trouve le MILA, qui est un des 3 instituts IA canadiens dans la stratégie pan-canadienne, qui était d'ailleurs une des premières stratégies IA développées au monde. On y trouve des universités de rang mondial qui contribuent à la recherche et le développement, et notamment en technologie. Il y a tout un réseau d'accompagnement d'innovation qui fait ce lien entre la recherche, les entreprises, les PME, qui peuvent bénéficier aussi donc de ce talent et de toute la technologie qui est créée et développée en laboratoire sur différents secteurs. Et là, c'est vrai qu'on retrouve donc les technologies d'information et de communication, donc le IT, les sciences de la vie, dont mes collègues pourront en parler un petit peu plus tard, l'aérospatiale, comme cela a été mentionné, l'aluminium, les industries créatives et culturelles, et puis bien évidemment sur la tech, l'intersection de la technologie avec ces différents secteurs. Donc le Québec, outre l'IA, le Québec, c'est aussi un hub des technologies quantiques, donc la zone d'innovation de Bromont et de Sherbrooke. Donc le Québec a récemment investi dans la création de zones d'innovation, donc un peu comme des clusters ou des pôles de compétitivité. Et qui ont une priorité thématique. Et donc, il y a les technologies quantiques en sont une. Donc, ils ont créé la zone d'innovation des technologies quantiques. On y retrouve, voilà, ces 200 millions investis dans District Q, qui est son nom. Il y a 60 entreprises qui sont en cours de croissance dans le secteur, dans la zone, qui fait ce lien entre effectivement donc, la supply chain, les minéraux critiques qu'on peut trouver au Canada, c'est important de le noter, le développement de technologies quantiques et la recherche, puisque c'est quand même aussi une industrie qui est naissante. Le gouvernement et la province notamment a investi aussi pour acquérir un ordinateur quantique français, Pascal, qui est qui était le premier au Canada. Et puis de plus en plus, on voit aussi des acteurs français qui se développent comme Candela, Kobli et autres aussi qui sont en plein boom sur le territoire. Donc c'est un des secteurs qui est prioritaire de la coopération France-Canada, parce que c'est aussi un secteur niche, un secteur important et qui est en plein boom ces dernières années. Next slide pour parler un petit peu d'IA. Voilà, donc je vous parlais d'un peu de la philosophie numérique France-Canada. Donc c'est vrai que sur l'IA responsable, c'est ce qu'on retrouve beaucoup au Québec, notamment avec le MILA créé par Joshua Bengio. Donc le but, c'est vraiment aussi pour les Canadiens de s'appuyer sur le boom
de la recherche IA de ces dernières décennies et puis de commencer aussi à promouvoir un écosystème startup et entrepreneurial d'IA. Donc, il y a une stratégie pan-canadienne en IA qui a été développée en 2017 et qui a été récemment mise à jour en 2025. Donc, on retrouve des subventions fédérales et provinciales pour développer l'écosystème. Et puis, en 2018, la Supergraph fédérale Scale AI a été créée. C'est un cluster qui rassemble donc recherche, entreprises, gouvernements, donc institutions publiques et acteurs de financement pour soutenir toute le développement et l'adoption de solutions d'IA dans l'économie pour promouvoir la prospérité économique. Donc nous, on voit cela également comme une opportunité pour les Français de collaborer avec les acteurs canadiens et l'ensemble de l'économie. Donc Scalea est très présent et très familier aussi avec les acteurs français. Ils étaient à Vivatech l'année dernière. Ils ont mené une délégation de presque 150 entreprises IA françaises. C'est notable. Le Canada était payé à l'honneur à Vivatech l'année dernière. Scalea se redéplace cette année à Vivatech aussi. Donc c'est l'opportunité de continuer à faire ces liens. Donc cette mission des Français vers le Québec est importante. Mais on voit aussi ces échanges, ces allers-retours qui permettent de continuer à créer des liens entre les acteurs de l'IA français et canadiens et québécois tout au long de l'année. Donc voilà, le rôle de la Supergraph SKLI, c'est vraiment de favoriser aussi l'adoption de solutions IA. Et d'ailleurs, à travers le CETA, pour le mentionner, les acteurs français, enfin européens, mais notamment français, sont éligibles aussi pour répondre aux appels d'offres des pouvoirs publics, notamment sur le numérique. Donc c'est important de le noter aussi en termes d'opportunités que cela peut représenter pour les collaborations. Et puis voilà, donc le cadre public sur la cybersécurité et le numérique, donc il y a des lois de gestion de données, etc., qui sont assez similaires avec celles européennes. Next slide, s'il vous plaît. Je pense que je passe vite parce que je sais qu'on a beaucoup de sujets à traiter. Voilà, c'était la fin de mon... Bon, C'était au bout. je suis passée vite, ouais, je suis au bout, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur la cybersécurité, le numérique, l'adoption, la quantique sur le Canada et entre le Canada et la France. Donc, n'hésitez pas aussi, à travers Julie, aussi à poser vos questions et à prendre contact avec nous pour en parler plus en détail. Et je passe la main. Merci. Un grand merci, Mathilde. On va laisser la main à Ludmila, qui va nous faire un double Canada-États-Unis pour le volet santé. Oui, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend et on te voit bien. Ok, super. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ludmila Potiron. Je suis manager de l'équipe santé chez Business France Amérique du Nord, tout juste arrivée au bureau de Toronto. Et juste avant de rentrer un peu plus dans le détail, pour vous fournir quelques informations sur la manière dont on accompagne les sociétés. Donc, on est 12 personnes dans l'équipe. On est basé dans différents hubs santé en Amérique du Nord. Et on possède tous un double parcours santé et business développement. Et pour ma part, j'ai d'abord travaillé dans les études cliniques en France et aux États-Unis à Philadelphie, donc intéressant pour aujourd'hui. Et ensuite en MedTech, en cancer du sein, France, États-Unis aussi. Et j'ai rejoint Business France il y a un peu moins de 4 ans, à Montréal pendant quelques années, puis à New York et comme je le disais, tout juste à Toronto. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter très succinctement les opportunités du marché nord-américain de la santé puisqu'elles sont nombreuses et je ferai un focus principal sur les hubs de Montréal et de la Pennsylvanie qui sont d'intérêt pour la mission. Et donc, pour les États-Unis, on est clairement déjà sur le premier marché mondial en santé. On ne va pas citer tous les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à lui seul, il représente près de 45% du marché pharmaceutique mondial, plus de 50% de la medtech et de la santé numérique. Et on est sur un marché qui a une forte capacité d'adoption d'innovation avec des acteurs qui sont prêts à investir dans des solutions qui sont différenciantes. On a les États-Unis qui concentrent une grande partie des investissements en santé, notamment VC. Et on a aussi un niveau d'investissement assez fort sur les dépenses en santé qui représente 18% du PIB, donc qui est un fort montant au-dessus de certains standards. Donc, pour résumer, c'est un marché gigantesque avec d'énormes opportunités, très dynamiques et on va dire incontournables pour toute société qui veut se développer à l'international. Si je passe ensuite au Canada sur la slide suivante, pour ce qui est du Canada, donc c'est un marché qui est plus petit en comparaison avec les États-Unis, mais
tout aussi stratégique quand on a une approche nord-américaine. On parle quand même de près de 400 milliards de dollars de dépenses de santé, d'un marché qui est en forte croissance, notamment en IA appliquée à la santé et en medtech. Ce qui est aussi intéressant, c'est la dynamique d'investissement avec plusieurs milliards investis chaque année dans le domaine de la santé, plus de 100 000 entreprises dans le secteur. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le Canada a une structure assez différente parce qu'on est positionné sur un système de santé publique qui est structuré au niveau fédéral, puis après au niveau des provinces. Mais on a une grosse concentration de l'activité et de la mobilité dans les grandes villes comme Toronto, Montréal et Vancouver. Donc c'est un marché qui est à la fois attractif en soi, mais aussi très utile comme point d'entrée sur le marché US. Si je rentre un peu plus dans le détail sur la next slide des acteurs privés, je ne vois pas les slides défiler. Juste sur les acteurs privés de la santé en Amérique du Nord, en fait, les noms, au-delà du name dropping qui est ici, en fait, c'est pour montrer qu'on comprenne le niveau du marché. On retrouve les leaders mondiaux dans tous les segments. En pharma, voilà, pour n'en citer que quelques-uns, mais on a J&J, Pfizer, AbbVie. En medtech, du Medtronic, Stryker, santé numérique, Oracle, Tempus et d'autres. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des entreprises qui ont des capacités d'investissement très importantes, une présence au niveau monde et qui peuvent aussi industrialiser rapidement. Donc, ça veut dire deux choses en tant qu'entreprise française dans la santé, notamment en tant que start-up. Ça veut dire une concurrence, bien sûr, si on se positionne sur exactement les mêmes segments, mais aussi des réelles opportunités de partenariat avec ces grands groupes. On voit beaucoup d'innovations de startups qu'on accompagne qui collaborent avec ces grands groupes, que ce soit en deal licensing, pour de la biotech, en co-développement, en distribution, sur différents formats. Sur la prochaine slide, sur les acteurs, pour vous positionner un petit peu les différents types d'acteurs clés qu'on a sur le marché et qui sont importants. C'est plus pour vous montrer qu'il faut apprendre à naviguer entre tous ces acteurs et comprendre qu'il y a des pouvoirs décisionnels différents d'un acteur à un autre. Donc d'abord, les réseaux hospitaliers qui jouent un rôle central parce que ce sont eux qui achètent, qui testent les solutions et qui les déploient. Les centres académiques qui sont à la pointe de la recherche et qui sont à l'origine des innovations. Les assureurs, donc ça c'est un point qui est assez important puisqu'ils ont un rôle déterminant notamment aux États-Unis. Ils influencent directement l'adoption de vos innovations via le remboursement. Et les top 3, le United Healthcare, le Cigna, Aetna, pour une société française, entrer en contact avec eux et surtout obtenir un code de remboursement CPT, c'est le Graal. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête sur ces différents acteurs, je n'ai pas cité les investissements et les fonds qui sont aussi très importants puisque ce sont eux qui financent la croissance et l'innovation, c'est qu'en fait, c'est un système qui est value demonstration. Donc, on ne vend pas uniquement une techno, on doit démontrer son impact clinique, évidemment, mais aussi son gain économique et son retour sur investissement. La vraie question qui se pose sur ce marché, c'est qui va payer ? Pourquoi ? Quels bénéfices économiques cela apporte concrètement ? Donc voilà, c'est apprendre à naviguer à travers ce marché qui est très dynamique, mais aussi complexe. Et du coup, j'en viens aux enjeux à la slide suivante, il me semble. Voilà. Donc, même si on est sur un marché qui est extrêmement attractif, marché nord-américain, il est hautement concurrentiel. Vous êtes en compétition directe avec des acteurs qui sont souvent implantés et financés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, il faut juste avoir une approche structurée et des relais locaux, donc des relais comme nos équipes, comme la région, ce genre d'appui. La réglementation et le remboursement sans stratégie de réglementation et de remboursement clair, même si vous avez une super techno, ça peut rester bloqué, donc il faut le considérer assez tôt. Les références, donc quand on dit référence, on pense aux données au niveau local, des données sur des patients nord-américains, mais aussi le fait de constituer un board de KOL locaux qui peut clairement aider à crédibiliser votre projet. L'accès au marché. Donc comme je le disais, il faut naviguer entre plusieurs interlocuteurs et concrètement, ça va être de négocier et de convaincre des cliniciens, mais aussi les départements IT, procurement, finance
Et donc ça peut être un petit peu long. Et je dirais que le point le plus sous-estimé, même si on en entend toujours parler, c'est le niveau d'investissement requis entre les recrutements en local, le réglementaire, la stratégie commerciale et marketing. On est sur un budget d'entrée entre 500 000 et 2 millions de dollars sur les 2-3 premières années. Et donc, ça demande des ressources financières importantes. Si j'entre maintenant très rapidement, j'essaye de faire vite sur le marché canadien, plutôt sur le marché canadien et après j'irai sur Montréal. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je le disais, c'est une bonne porte d'entrée. C'est un écosystème qui est extrêmement collaboratif. Vous avez une forte concentration aussi dans les grandes villes des hôpitaux universitaires, des centres de recherche, des incubateurs accélérateurs et vous avez aussi des acteurs publics très engagés qui proposent des programmes assez attractifs pour les sociétés. On a beaucoup de programmes qui sont conditionnés au fait d'avoir sa filiale en local, mais on a aussi des programmes qui peuvent être multipartites et peuvent être faits avec des sociétés qui sont des sociétés ou des acteurs publics ou privés publics qui sont déjà implantés, donc à travers des crédits d'impôt recherche qui peuvent être très incitatifs. Donc vous pouvez en fait venir tester votre solution, obtenir des premières références nord-américaines, structurer votre approche à la nord-américaine, donc potentiellement réduire vos risques avant de vous déployer plus largement sur les États-Unis par exemple. Et si je parle du Québec et de Montréal, donc là, vous avez une cartographie non exhaustive. C'est pour vous donner quelques noms importants. À Montréal, par exemple, on a le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, qui est vraiment avancé et qui a de l'appétence sur tout ce qui est sujet autour de la transformation numérique, la gestion hospitalière. Sainte-Justine, qui est plutôt en pédiatrie. On a la société française, par exemple, EOS Imaging, qui avait équipé Sainte-Justine avec ses équipements, ses technos en orthopédie pédiatrique. On a Moderna, qui a son usine de vaccins ARN messager dans l'agglomération de Montréal. On a Zimmer Biomet, qui est un centre de R&D. On a des fonds, plusieurs fonds, Amplitude Ventures, pour en citer qu'un seul, qui est un fonds majeur en santé, qui va de l'amorçage à la croissance. Et on a des clusters qui sont très impliqués. On a MedTech Plus pour les MedTech, Anne-Marie pour les biotech. Et je ne reviendrai pas parce que on l'a déjà cité, Mathilde a parlé du MILA. Il est c'est un acteur incontournable en IA appliqué à la santé. Voilà. Et je passe rapidement à la Pennsylvanie maintenant, puisque la santé concerne aussi le Québec, Montréal, mais pour la Pennsylvanie qui fait partie des hubs majeurs aux US. On le sait, en tant que société française, quand on parle des US, vous pensez plutôt à Boston pour la biotech pharma, San Francisco sur de la tech et l'investissement, New York éventuellement sur l'aspect health tech et financier. Mais la Pennsylvanie, Philadelphie et Pittsburgh, c'est aussi un écosystème très, très dense. On a plus de 180 hôpitaux, des institutions académiques de premier plan. On a aussi une forte concentration des acteurs pharma, biotech, GSK, Merck, différents acteurs. Donc, je vais passer à Philadelphie pour se concentrer davantage sur Philadelphie, où j'ai passé quelques années. C'est un hub qui est particulièrement reconnu sur la pharma, la biotech et les thérapies avancées, tout ce qui est autour des études cliniques. On la surnomme d'ailleurs la ville Silicon Valley, l'épicentre de l'immunothérapie et des thérapies cellulaires et géniques. Et on a une forte concentration d'emplois en life science, de capacités de R&D. Et pour être plus concrète, on a des acteurs majeurs comme l'University of Pennsylvania, UPenn, ou le CHOP, le Children's Hospital of Philadelphia, qui est en pédiatrie, qui sont très, très avancés sur ces sujets-là. Et concernant Pittsburgh, il faut le voir plutôt sur l'IA, la robotique, la medtech. On a des acteurs comme Carnegie Mellon ou UPMC. University of Pittsburgh Medical Center. Donc, c'est un écosystème très, très fort pour développer des prototypes, pour tester des solutions. Et l'UPMC est assez intéressant pour vous en tant qu'entreprise française parce que c'est ce qu'on appelle un payvider. C'est un payeur et un provider en même temps, qui fournit les soins et qui assure. Et en fait, ce que ça veut dire derrière, c'est que c'est un réseau énorme de 40 hôpitaux, de 100 000 employés. Donc, vendre un réseau hospitalier comme UPMC,
si on est sur un contrat cadre, c'est potentiellement équiper 40 hôpitaux d'un coup. Et ils sont intéressants parce qu'ils ont aussi une branche innovation et capital risque qui s'appelle UPMC Enterprises. Ils ont un fonds de 1 milliard de dollars dédié à l'investissement en santé pour les startups qui court sur plusieurs années pour les aider dans leur financement sur les startups en santé. Et on est aussi sur des villes qui ont des coûts d'entrée et de développement qui peuvent être moindres quand on les compare à du Boston, du New York ou du San Francisco. Voilà, je m'arrêterai là. J'espère que j'ai respecté le timing. Excellent, merci beaucoup Ludmila. Donc, je vais passer la parole maintenant à Tom Dubu pour la partie plasturgie. Donc, comme vous l'aurez compris, on vient de basculer uniquement sur la partie Pennsylvanie. Voilà, le secteur santé étant le secteur commun aux démissions Canada-États-Unis. À toi, Tom. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Tom Dubu. Je fais partie de Business France et des équipes nord-américaines depuis quelques années maintenant, et je fais notamment partie d'une équipe d'une dizaine de personnes réparties à travers l'ensemble du continent nord-américain qui accompagnent des entreprises françaises qui développent et commercialisent des équipements industriels et qui souhaitent justement se développer en Amérique du Nord. Et parmi ces équipements industriels, on accompagne de nombreuses entreprises françaises qui sont dans le secteur de la plasturgie. Et justement aujourd'hui, l'idée c'était de vous présenter ce que nous savons du marché pennsylvanien de la plasturgie et pourquoi il nous semblait pertinent de le cibler, de l'intégrer dans le cadre de cette mission et que vous puissiez y participer. Donc, le secteur de la plasturgie aux États-Unis, c'est un des plus gros marchés au monde. C'est un secteur dense, très mature et vous le savez, qui génère des milliards chaque année et pourtant qui continue de se réinventer, notamment en cherchant de nouvelles solutions. Et c'est désormais un marché qui est incontournable pour tout acteur du secteur qui souhaiterait s'internationaliser. Parmi le territoire américain, la Pennsylvanie, c'est un État justement stratégique pour ce secteur, puisque c'est tout simplement le 5e État américain pour la production plasturgique. C'est 12,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus de 2100 sites manufacturiers directement ou indirectement liés et une croissance annuelle de 4%. Donc, ce n'est pas forcément le marché le plus visible depuis la France, mais c'est un marché solide, industriellement dense et avec des acteurs qui achètent et qui cherchent des solutions et qui se tournent de plus en plus vers l'Europe. Vous le savez, en ce moment, on a une recomposition des chaînes d'approvisionnement aux États-Unis. Les industriels américains, sous l'effet conjugué des tensions géopolitiques, des incitations à la relocalisation, mais aussi de nouvelles réglementations, cherchent à diversifier leurs sources et l'Europe, en tout cas pour le secteur de la plasturgie, est vue comme une véritable source d'innovation. Donc les débouchés, ils sont multiples et variés. On a le médical et la pharma, Ludmila en parlait très bien, qui représentent plusieurs milliards de dollars en Pennsylvanie, qui ont des besoins en fait, en composants stériles moulés, en tubes médicaux ou en emballage FDA compliant. On a également l'automobile, vous savez, qui est très challengé en ce moment, mais pour le coup, les véhicules électriques est un secteur avec beaucoup de croissance et il y a des vrais besoins, tout ce qui est pièces allégées, les housing de batterie, les connecteurs. Donc il y a vraiment des besoins qui sont multisectoriels et on a notamment aussi l'emballage durable qui représente plus d'1,8 milliard de dollars aux États-Unis avec une pression qui est réelle sur les grands distributeurs, notamment sur tout ce qui va être plastique recyclé, plastique biosourcé. Aujourd'hui, il y a vraiment une pression massive des géants du retail comme Walmart ou Amazon qui ont des hubs logistiques en Pennsylvanie et qui imposent désormais des critères, en tout cas d'emballage vert, à leurs fournisseurs. Donc, vous avez aussi une série de politiques publiques, vous pouvez les voir à l'écran, locales parfois, qui poussent au recyclage. Et donc, le marché des plastiques biosourcés continuent de progresser et sont au cœur justement des politiques publiques qui sont en tout cas ciblées sur le secteur. Donc si vous travaillez sur les films compostables, sur des emballages monomatières, sur des bouchons en PLA, vous êtes exactement ce que les industriels américains cherchent. Et un des autres atouts, je pense, qui est vraiment stratégique et qu'il ne faut pas négliger, c'est la conformité réglementaire. Il faut savoir que les normes européennes dans le secteur de la plasturgie sont généralement reconnues et valorisées aux États-Unis. Ce n'est pas le cas de tous les secteurs, souvent on a besoin de se conformer. Ici, les normes européennes sont vraiment reconnues dans le secteur et donc ça signifie que votre conformité réglementaire, que vous avez peut-être parfois vécu comme une contrainte en Europe afin d'atteindre ces normes et certifications,
ici, elle devient un véritable avantage concurrentiel, direct même, face aux producteurs asiatiques. Donc ça, c'est un vrai différenciateur, notamment dans cette dynamique que j'évoquais de relocalisation et de diversification des chaînes d'approvisionnement. Et sur le plan financier, le contexte américain est très favorable puisque plus largement, au-delà de la Pennsylvanie, vous avez l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a été mise en place sous l'administration Biden, qui était profondément remaniée par l'administration Trump, mais qui continue aujourd'hui de représenter des opportunités pour le secteur de la plasturgie, puisqu'il y a des crédits d'investissement de 30% sur les matériaux propres, et notamment les plastiques biosourcés étant éligibles à cette aide. Donc, ce que cette mission elle vous permet, si vous êtes dans ce secteur-là, concrètement, c'est de rencontrer des acheteurs, des responsables R&D, des intégrateurs, des gens qui ont des besoins identifiés dans le secteur et qui, sans ce type de déplacement organisé, collectif, ne sauraient pas forcément que vous existez. En tout cas, ça prend toujours plus de temps à apprivoiser seul. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment de gagner du temps et finalement une première porte d'entrée sur ce marché. Voilà pour la plasturgie. Je vais peut-être passer à la partie robotique. Je sais qu'on est pressé par le temps, mais la partie robotique et automatisation, Ludmila en parlait justement en amont, c'est un secteur qui est stratégique pour les États-Unis en général, mais également pour la Pennsylvanie, puisqu'aujourd'hui, la Pennsylvanie, c'est le premier pôle national américain pour la robotique industrielle. Pittsburgh en est le cœur, justement. C'est une ville d'ailleurs qui a réussi une reconversion remarquable, hein, vraiment qui est une ville qui était profondément ancrée dans l'acier, dans la métallurgie, jusque dans le nom même de ses équipes sportives, hein, les Pittsburgh Steelers, et qui a aujourd'hui, qui suit en tout cas une transformation technologique assez remarquable, qui tend vers la robotisation, vers l'automatisation, et qui a fait véritablement de son tissu industriel, en tout cas une industrie, une des plus avant-gardistes du pays. Pourquoi est-ce que la robotique elle s'y développe aussi fortement? La réponse elle est assez simple, c'est déjà que les États-Unis manquent de main-d'œuvre manufacturière. La Pennsylvanie étant un État très manufacturier, c'est aujourd'hui le manque de main-d'œuvre, c'est un phénomène qui touche la plupart des secteurs aux États-Unis. On estime qu'il y a à peu près 2 millions de postes vacants dans l'industrie d'ici 2030, selon les projections. Donc c'est assez énorme. Et pour les industriels pennsylvaniens, l'automatisation, c'est finalement une réponse. C'est plus un projet de modernisation à moyen terme, c'est une réponse concrète, immédiate à ce besoin. À cela s'ajoutent également des financements publics importants. Il y a 63 millions de dollars de grants fédéraux pour l'écosystème robotique de Pittsburgh seul. Et également les grandes enveloppes, je l'évoquais, de l'Inflation Reduction Act et du CHIPS Act qui ciblent directement la modernisation industrielle. Et pour le coup, même si l'administration Trump a revu justement cette politique publique-là, la robotique s'en sort très bien, puisque dans cette dynamique de relocalisation, les industriels américains doivent repenser leurs chaînes logistiques, les chaînes industrielles, et la robotique, l'automatisation est vue comme une réponse directe à ça, que ce soit par rapport à la main-d'œuvre, mais également par rapport au coût. Et justement, par rapport au coût, c'est où on a ces dernières années, vous le savez, l'accessibilité économique de la robotique. Elle s'est développée, les robots sont de plus en plus accessibles, notamment les cobots, qui ont vu leur coût divisé par 2, et des retours sur investissement également qui arrivent beaucoup plus rapidement. Et ça a une conséquence, c'est que ça change le profil des acheteurs. Puisque avant, on n'est plus seulement sur les grands groupes qui peuvent acheter, mais on a aussi tout un tissu de PME manufacturières qui désormais s'ouvrent à la robotique, à l'automatisation, et qui avant n'avaient pas forcément les moyens d'y accéder. Donc c'est un marché qui est largement subventionné, dont la Pennsylvanie en est un cœur stratégique, mais pour le coup qui s'élargit également de par le périmètre en tout cas d'acheteurs potentiels. Et donc pour les entreprises de la région Aura, pour les entreprises qui sont dans ce secteur-là, vous avez des points d'entrée qui sont assez variés. Ça va des intégrations de cellules robotisées, à du computer vision, des logiciels de supervision, de la maintenance prédictive, la formation des opérateurs. Il y a toute une chaîne logistique qui s'organise autour de ce secteur-là et sur lequel vous pouvez apporter des solutions. Il y a également un énorme effort de structuration locale au niveau de l'écosystème afin d'avoir différents centres de recherche, instituts qui accompagnent les petites PME dans la transformation et qui peuvent jouer un rôle de prescripteur. C'est le type d'acteurs qu'on essaiera d'approcher. Et un des derniers points, peut-être, c'est la situation géographique. C'est que la Pennsylvanie, c'est vraiment un centre du corridor industriel nord-est et mid-ouest. C'est-à-dire, bien sûr, vous êtes sur le nord-est des États-Unis, vous avez Philadelphie,
mais c'est également une porte d'entrée vers le Midwest. On associe souvent, vraiment, si je peux appeler, l'arrière-pays de la Pennsylvanie, notamment Pittsburgh, qui est vraiment le cœur industriel de l'État. C'est une porte d'entrée vers tout le Midwest américain, l'Ohio, le Michigan, dans lequel vous avez beaucoup d'intégrateurs robotiques, de fabricants également locaux, Fanuc, vous avez énormément de marques que vous connaissez très bien. Et donc, c'est vraiment comme porte d'entrée pour développer des premiers courants d'affaires sur les États-Unis, un État qui vous offre en fait une vision stratégique, qu'elle soit à la fois locale, mais aussi d'expansion à moyen terme. Donc, en étant présent là-bas, c'est vraiment un accès à une part qui est très significative de l'industrie américaine dans un rayon qui finalement reste assez raisonnable. Donc, cette mission, ce sera l'occasion de tester le marché, de rencontrer des interlocuteurs qualifiés et de voir si ce que vous faites, si vos solutions correspondent à ce que vous cherchez. Donc, je vous encourage fortement à participer et j'espère que j'aurai pu en quelques minutes vous donner l'envie ou en tout cas de vous convaincre que la Pennsylvanie est un État stratégique à la fois pour le secteur plasturgique et également pour la robotisation et l'automatisation. Et je pense que je passe la main d'ailleurs à Manila qui va vous en dire un peu plus sur ce secteur-là, sur la partie agroalimentaire. Merci beaucoup. Oui, toi, bonjour à Manalé. tous, merci. Moi, je suis Manila Isaitou, je dirige l'activité agrotech pour l'Amérique du Nord depuis Toronto. La filière, elle comprend les vins et spiritueux, les produits alimentaires, ainsi que les solutions innovantes pour les équipements agricoles. Donc, je vais en préambule commencer par la Pennsylvanie parce que c'est un bon point d'entrée pour comprendre le marché américain. Ça va également faire pas mal écho à ce que mes collègues ont déjà cité et c'est assez complémentaire. Je vais aussi vous présenter succinctement les problématiques et les tendances de l'industrie agroalimentaire. Et enfin, je reviendrai sur le sujet central de la Pennsylvanie et la robotique appliquée à l'agro. Donc, la Pennsylvanie, c'est le 4e État agroalimentaire aux États-Unis, avec plus de 2000 entreprises établies et des acteurs majeurs comme Hershey ou Kraft qui structurent ce marché. Mais ce qui est intéressant, c'est la configuration de ce marché. On a à la fois une agriculture très diversifiée, avec des positions fortes sur le champignon, premier producteur, ou la pomme, parmi le top 5, et en parallèle, une industrie qui est très développée sur le snacking et les produits transformés. Concrètement, ça veut dire que c'est un marché structuré avec des besoins très opérationnels en production, en transformation et de plus en plus en efficacité. Surtout, le modèle, il est en train d'évoluer. Donc, on passe d'un modèle basé sur la disponibilité de la main-d'œuvre et une logique de volume, comme le disait Tom, qui est aujourd'hui une ressource humaine contrainte et la valeur qui devient centrale. Donc, autrement dit, on passe du volume à la performance. Les entreprises françaises qui sont déjà implantées et sont alignées avec cette évolution, Bonduelle investit localement pour adapter ses produits, Savencia monte en gamme et Rocket se positionne sur les protéines. Donc, elle passe d'une logique d'export à une logique d'ancrage local et de création de valeur. Et pour accompagner ce changement également, le levier structurant aujourd'hui en agro, c'est la robotique. Avant d'entrer sur le sujet de la robotique plus précisément, très rapidement sur le contexte américain et les tendances de marché, le premier point est au niveau du consommateur. On observe une montée en puissance des produits moins transformés, plus naturels et plus riches en protéines, avec des facteurs comme les traitements anti-obésité qui modifient profondément la structure de la demande. On est donc sur une montée en valeur du marché où le consommateur en fait cherche des produits plus sains et plus utiles. Deuxième point sur cette slide, c'est au niveau politique agricole. La priorité est clairement orientée vers la rentabilité des exploitations avec 3 axes majeurs. On a la réduction des intrants, la mécanisation et l'automatisation. On a donc un alignement fort entre les politiques publiques et les besoins du marché. Pour ce qui est de la production, notamment dans les cultures végétales, les producteurs font face à une pression croissante, on l'a dit, sur les coûts en hausse et aussi à un déficit de main-d'œuvre. Ce qui les oblige forcément à optimiser leurs opérations et donc à investir dans l'automatisation et la robotique. Je passe très rapidement, mais je pense que ces slides vous seront partagés aussi. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on retrouve cette logique. Plus de santé, plus de praticité, une recherche de produits à plus forte valeur nutritionnelle, avec notamment le développement des snacks protéinés, des produits prêts à consommer.
Donc, enfin, sur la dernière slide, et avant de revenir sur la robotique et la Pennsylvanie, on constate la même dynamique sur les boissons, moins de volume, mais davantage de valeur, avec une montée des boissons fonctionnelles. Donc, si on met tout cela ensemble, on comprend que le marché est en train de se réorganiser autour d'un objectif, l'efficacité. Et c'est ce qui explique aujourd'hui l'accélération de la robotique. Donc, aux États-Unis, la robotique agricole, elle change d'échelle, le facteur clé étant la pénurie de main-d'œuvre. Et la robotique n'est plus une innovation, c'est un levier de compétitivité. Donc, on voit aujourd'hui des robots de récolte, du désherbage automatisé, des tracteurs autonomes, avec des systèmes capables de traiter uniquement les mauvaises herbes, par exemple, et donc de réduire directement les coûts. Et en parallèle, l'agriculture de précision, elle permet d'optimiser les intrants et les ressources. Donc, on passe à un modèle piloté par la donnée avec un ROI de plus en plus tangible. Donc, pour revenir sur la Pennsylvanie, c'est là que cet État devient stratégique. On a autour de Pittsburgh un écosystème de robotique très structuré, avec plus d'une centaine d'acteurs, des entreprises spécialisées dans l'autonomie, l'analyse des cultures ou la robotique pour les environnements contrôlés, et qui travaillent sur des cas très opérationnels comme la récolte du champignon, la taille, la pollinisation. Et comme on l'a dit aussi précédemment, avec un lien très fort avec la recherche, la puissance académique mentionnée précédemment, avec les universités de Carnegie Mellon, Penn State. Donc, une innovation rapide et directement industrialisable. Et la spécificité aussi qu'il faut rappeler propre à la Pennsylvanie par rapport au reste du pays, c'est qu'on n'est pas sur des grandes cultures du Midwest, on est sur des cultures spécialisées, donc des besoins en robotique fine à forte valeur. Et donc pour conclure, le modèle agricole évolue, la robotique devient un levier de compétitivité et la Pennsylvanie constitue un point d'entrée stratégique comme le laboratoire du marché américain. Donc, les solutions qui trouvent leur marché peuvent être déployées à l'échelle nationale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Maïnaïle. Peut-être qu'il y a une ou deux questions avant qu'on passe sur nos témoignages d'entreprise. Bon, eh ben, merci beaucoup à tous pour vos présentations. J'invite Thomas Lamy, président de l'entreprise Néologique, à nous partager son expérience sur le Canada cette fois-ci. Et on passera après en Pennsylvanie avec Nico Foraz. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Merci du coup pour l'invitation et avec plaisir. Donc c'est vrai qu'on est devenu des grands consommateurs, je crois, des missions régionales en peu de temps. Et alors pour l'anecdote, en fait, je réalisais là en préparant en fait que pendant quelques années, en fait, j'avais refusé à Julie justement de participer en fait aux missions parce que je voyais pas de projet pour nous en fait précisément. Et là, en très peu de temps, on a participé à plusieurs en fait et c'est super efficace. Donc pour expliquer un peu qui on est, en fait, donc moi je dirige une société, en fait, on est éditeur de logiciels dans le domaine du luxe. On travaille pour des ateliers qui fabriquent les bijoux pour des grandes maisons comme Cartier, Dior, Hermès. Et donc j'ai démarré en 2004, donc ça fait 21 ans, un peu plus de 21 ans maintenant. Et aujourd'hui, on équipe à peu près 150 ateliers un peu partout dans le monde, principalement en France, en Suisse. Et donc dans notre démarche internationale, en fait, on avait identifié, donc principalement, on a commencé par la France, on s'est installé en Suisse il y a une 7-8 ans à peu près. On a une succursale en Suisse. Et puis, on avait ciblé l'Italie comme troisième marché. Et puis, finalement, en fait, donc on va parler de Gabriel, en fait, que vous êtes plusieurs à connaître ici, au niveau des missions. C'était un employé, en fait, chez nous qui avait vécu pendant longtemps au Canada et qui, un jour, en fait, m'a dit que il était revenu pendant un an travailler chez nous ici et il se faisait pas trop à la vie ici. Et donc, le hasard a fait, alors j'ai pris vite fait 48 heures pour lui proposer qu'on reparte au Canada ensemble, entre guillemets. Et le hasard fait que Julie m'a contacté je sais pas, 2-3 jours en fait après ce moment-là, pour me proposer une mission en fait, participer à une mission en Amérique du Nord et à Montréal particulièrement. Et donc, alors pour expliquer la mission, en fait, le rôle que ça a pu avoir, nous, c'est tombé pile au bon moment cette fois-ci, et ça nous a permis en fait de rencontrer en une semaine, je pense, ce qu'on aurait eu du mal à réaliser en fait en 12 à 18 mois en termes de rencontres. J'ai cru voir que parmi les personnes présentes, en fait, il y avait quelques personnes en fait qu'on a pu rencontrer justement lors de ces moments-là. Là où ça a été le plus marquant, ça a été notamment en fait les rencontres avec des personnes clés en fait qui nous ont permis de créer un vrai projet en fait d'entreprise en Amérique du Nord. Donc un cabinet d'avocats, une banque en fait avec qui on a commencé à travailler, et puis un cabinet de comptabilité, et puis des conseils en fait autour.
Et donc, la première délégation à laquelle on a participé à Montréal, ça devait être octobre ou novembre 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, au retour, on a repris contact avec toutes ces personnes-là, tous ces gens-là, ces entreprises. Et en quelques semaines, 8-10 semaines, en fait, on a créé en fait, notre société, filiale en fait, de la société française, du siège ici, à Montréal, une société de droit québécois. Alors, une petite nuance, mais importante. Et donc, Gabriel, donc, notre employé français, en fait, mais qui avait vécu longtemps à Montréal, est reparti s'installer en fait, début 2025 en fait, donc à Montréal. Et donc, oui, en quelques semaines, on avait cette société qui était opérationnelle. Alors, on a eu un peu de chance ou autre, je ne sais pas, mais quelques jours après son installation, on a eu un premier contact en fait, d'une société au Canada, une maison de joaillerie canadienne, et donc qui nous a permis en fait, d'avoir un premier client. Alors, ils s'attendaient à contacter une boîte française parce qu'ils ont pris contact par notre site internet. Ils s'attendaient à avoir une boîte française en fait, en visio, avec le décalage horaire et les différentes complications que ça peut avoir. Et Gabriel, qui était sur place, leur a proposé de venir les rencontrer l'après-midi même. En fait, il était à 10 minutes à pied. Donc ça, je pense que ça a joué aussi un tournant, en fait. Enfin, ça a été assez décisif, en fait, dans l'acceptation des futurs clients qu'on a pu avoir là-bas. Donc là, ça fait un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, donc, on a 3-4 clients, en fait, en Amérique du Nord. Et puis là, on attend j'espère, bonne nouvelle, en fait, d'un grand groupe pour équiper un peu tous leurs ateliers, en fait, sur New York, notamment. Parce que après la délégation à Montréal, donc en 2024, on a participé aussi à une délégation à Toronto en octobre 25 cette fois, où là on a rencontré un nouveau client à nouveau, et puis un partenaire stratégique en fait pour l'Amérique du Nord. Donc il a fallu qu'on se réinvente un petit peu. La posture en fait en Amérique du Nord est différente de ce qu'on avait l'habitude d'avoir ici en France en fait ou en Europe plus largement. On n'avait pas du tout expérimenté encore, voilà, et là aussi en fait on a eu un super accompagnement sur ces sujets-là. Et puis je disais, ouais, on est bon client parce que là, la semaine dernière, alors cette fois j'y étais pas, mais Gabriel, donc notre responsable Amérique du Nord, était à nouveau en fait avec une délégation, une mission régionale en fait, cette fois à Québec. Et là, j'ai pas encore les résultats en fait de la mission, mais a priori en fait, je crois qu'il était plutôt satisfait en fait de sa semaine. Donc voilà, il est rentré ce week-end. Donc ouais, voilà, les 3 délégations en fait ont été super efficaces pour nous. Et vraiment, ce que je retiens en fait, c'est que ça nous a permis en fait le plus remarquable, c'est que ça nous a permis d'être dans la même pièce en fait que toutes les personnes utiles en fait à notre projet et d'avoir en fait une cohorte en fait voilà d'être présenté en fait à des personnes qui avaient un vrai rôle en fait pour pouvoir nous aider à accélérer notre projet et on aurait eu beaucoup de mal à le faire à distance et surtout je pense qu'on n'aurait pas eu l'écoute en fait ou l'accueil qu'on a pu avoir auprès de ces entreprises-là en fait voilà, à distance et sans l'appui justement de la mission. Donc voilà, j'essaie de faire très concis. J'ai une tendance à trop parler, donc j'essaie de faire court. C'était très bien. Merci beaucoup, Thomas. N'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser dans le chat. Et oui, effectivement, c'était à l'occasion des entretiens Jacques Cartier de Montréal en octobre 2024. Ouais, exactement. Voilà, pour préciser. Merci beaucoup. J'appelle notre deuxième témoin, Monsieur Foraz, pour le volet plutôt Pennsylvanie. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Parfait. Bonjour, je suis Nico Forez, je suis dirigeant et cofondateur de CTI Biotech, une entreprise basée à Mézieux dans le Rhône, à côté de l'aéroport de Lyon. Je souscris à pas mal de choses qui ont été dites, notamment par Thomas. Donc, CTI Biotech a un laboratoire en région lyonnaise et depuis quelques semaines, un laboratoire à Philadelphie, en Pennsylvanie. Donc, je souscris totalement à ce qu'a dit Ludmila, notamment sur l'opportunité marché en santé. Notre entreprise, comme son nom le suggère, est dans le domaine des biotechnologies appliquées à la santé. Et notre métier, en 2 mots, c'est de collecter des échantillons biologiques à la fin du parcours de soins, que ce soit une chirurgie, un diagnostic, pour en faire des bioassays, c'est-à-dire des tests biologiques prédictifs pour la recherche médicale, pharmaceutique et dermatocosmétique. Je vais vous donner 2 exemples. On collecte de la peau suite à des opérations ou encore des tumeurs suite à des diagnostics de cancer. Et on a des technologies pour amplifier les cellules qui composent ces tissus. Et on utilise une technologie propre qui est de l'impression 3D biologique. Donc, au lieu d'imprimer un filament de résine, on imprime un filament de cellules qui ont été amplifiées, augmentées, pour avoir tout un tas de tests possibles pour la recherche médicale, pharmaceutique et dermatocosmétique.
On est une entreprise avec 25 personnes en région lyonnaise et une personne en VIE implantée à Philadelphie, mais on va densifier l'équipe, on sera à peu près 10 personnes à horizon fin 2026 pour une création qui a été faite en mars, donc ça va très vite. Et je pense que sous 24 mois, on devrait être une trentaine de personnes à la fois en France et aux États-Unis. Donc on a créé notre petit groupe avec nos petits bras musclés, mais surtout avec beaucoup d'aide. Alors contrairement à Thomas, moi je suis un consommateur d'émissions régionales en Asie, en Amérique du Nord. Je remercie Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la région, la chambre de commerce de régionale également, et Business France et BPI France qui nous ont vraiment aidés en local avec la team France Export. On vous a parlé de Nicolas Bernard Masson tout à l'heure, qui est le représentant de la Pennsylvanie en France et qui est très impliqué au niveau de notre région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, qui est un grand soutien. Et ce qui est assez sympa, c'est que notre région elle est jumelée avec cet État de Pennsylvanie qui est très accueillant pour tout un tas de secteurs et en particulier en santé et en biotech. On vous a parlé de la Silicon Valley tout à l'heure, je souscris à ça. C'est un endroit formidable pour se développer, même si Boston est très intéressant, New York, San Francisco, San Diego, tous ces écosystèmes, la Caroline du Nord aussi, sont des écosystèmes intéressants. Nous, ce qu'on trouvait formidable en Pennsylvanie, c'est la proximité de ce corridor qui, on va dire, de Washington jusqu'à Montréal, touche 40% de la population nord-américaine. Sur finalement plusieurs centaines de kilomètres. On est à 1 heure de New York, on est à 1 heure et demie de Washington, on est à moins d'1 heure en avion de Boston, un peu plus d'1 heure de Montréal. Donc c'est vrai que pour rayonner sur la côte Est, c'est très très intéressant. Et moi, pour l'avoir comparé sur un projet, on a travaillé sur ce projet vraiment pendant moins d'1 an, une dizaine de mois pour s'implanter. Même si ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, on a franchi le pas il y a une dizaine de mois. C'était en juin l'année dernière qu'on a fait notre première visite avec pour objectif de s'implanter, notamment grâce à l'aide de la région et de Business France. Là où Thomas a raison, c'est vrai que Business France nous permet d'ouvrir pas mal de portes en se présentant comme un intermédiaire on va dire, la diplomatie économique française. Donc ça nous permet de nous présenter, de maturer notre projet. Et pour avoir comparé les écosystèmes, si on fait Boston, New Jersey, Washington, Caroline du Nord, Philadelphie, ça reste 20 à 30% moins cher pour prestations équivalentes pour une implantation. Donc nous, on a fait un choix de s'implanter dans 2 écosystèmes, que ce qu'on appelle des incubateurs ou des laboratoires partagés. Donc, vous avez plusieurs acteurs sur le marché nord-américain. Nous, on en a sélectionné 2 qui sont Biolabs et CIC, Cambridge Innovation Center. Et à Philadelphie, on a la chance d'avoir ces 2 incubateurs qui permettent d'avoir des laboratoires et des bureaux. Donc, on est implanté à Biolabs au centre de Philadelphie. Dans quelques mois, on sera implanté aussi au CIC de Philadelphie dans le quartier des universités. Et c'est un environnement formidable pour se développer. On a eu pas mal d'aide aussi pour implanter un premier VIE qui a démarré là-bas le 5 mars de cette année. On a déjà un deuxième candidat qui devrait démarrer en octobre sur place, donc on aura 2 VIE sur place. Philadelphie, c'est une ville aussi où il y a une chambre de commerce franco-américaine, comme à Boston d'ailleurs, mais qui est assez dynamique. On a entendu de Madame Saito tout ce qui était sur l'agro-food business, qui est très implanté, je le confirme, sur place. Nous, on a annoncé notre ouverture de filiale la même semaine que Bonduel. Alors, on crée un peu moins d'emplois, mais on a été accueillis pareil. Et c'était vraiment formidable. La chambre de commerce en local, la ville, l'État, bien entendu, sont très, très dynamiques. En sciences de la vie, un très fort écosystème qui fait penser à notre région également. Et ce qui est intéressant aussi sur Philadelphie, pour des projets qui ont besoin aussi de financement, c'est qu'il y a pas mal de small cap, mid cap, donc des investisseurs très organisés, avec des institutionnels aussi, qui ont aussi leur propre fonds d'investissement. Et souvent, on peut faire des syndicats comme ça d'investissement. Nous, ce n'est pas la voie qu'on a choisie pour le moment, mais on devrait
le faire, je pense, dans les années à venir. En revanche, on crée des partenariats stratégiques, notamment avec une entreprise locale. On devrait annoncer ça d'ici quelques semaines. On a pu assez facilement lever 5 millions de dollars, pour vous donner un exemple. Alors qu'en Europe, c'est pas toujours facile de faire ça. Donc ça va très très vite. En quelques semaines, on a signé des partenariats avec des hôpitaux. Ça vous a été mentionné tout à l'heure par Ludmila Potiron. C'est assez facile de se présenter si on a un projet intéressant, différenciant, qui apporte une valeur ajoutée. Souvent, c'est très intéressant. Ce que je rajouterais à ce que Ludmila vous a présenté par rapport à Philadelphie, c'est non seulement vous avez évidemment la Pennsylvanie et l'accès à New York, mais aussi l'accès au New Jersey. Alors, pas forcément le New Jersey qui est vers New York, mais celui qui est juste en face de Philadelphie quand on traverse le pont. Et là, vous avez aussi des écosystèmes de santé, aussi dans le Delaware, qui est tout proche, qui sont très intéressants pour des entreprises régionales. Et enfin, je terminerai sur le fait que nous, on a évidemment comme clients des CRO, la pharma, la biotech, les entreprises de dermatocosmétiques, également des académiques et des établissements de santé. Mais on a des projets de médecine personnalisée contre le cancer qui sont difficiles à mettre en œuvre en Europe. Je ne vais pas cibler la France particulièrement par rapport à notre système de remboursement. En revanche, les faire maturer avec une preuve de concept à rembourser ou remboursable aux US, éventuellement au Canada, c'est un peu plus facile, même si c'est fastidieux, de le faire en Amérique du Nord et depuis Philadelphie. Donc voilà, je vous ai fait ma petite pub. Si vous faites la mission régionale, j'espère qu'elle s'arrêtera dans un de nos laboratoires au mois de novembre. On va y travailler avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la région. Et vous serez les bienvenus pour qu'on vous parle de cet écosystème. Et peut-être, moi, on m'a donné beaucoup de conseils. Alors, si on peut contribuer à votre implantation, on le fera avec plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était super, super complet. Alors, par contre, j'ai un problème. Est-ce que si vous voyez toujours mon écran? Impeccable. Oui. Bon, on va essayer d'être rapide. Il nous reste 8 minutes. On est désolé pour voilà, le temps, mais on va être efficace. Là, maintenant, l'objectif, on va vous présenter nos 2 offres de mission. On pourra prendre le temps de faire un point individuel ultérieurement si vous le souhaitez. Donc, globalement, les participants à nos 2 missions régionales, c'est pour les entreprises qui ont un siège social ou un établissement en région Auvergne-Rhône-Alpes de toute taille et qui ont un projet de développement, d'exploration en Amérique du Nord. Pourquoi y participer? Je pense que les 2 dirigeants vous ont expliqué en détail, mais c'est vraiment aller explorer les opportunités marché, comprendre les aspects interculturels, prendre des contacts avec l'écosystème, les acteurs clés, ceux dont vous avez besoin. Allez vous inspirer des réussites d'entreprises américaines, d'entreprises régionales et faire vos rendez-vous B2B. Si on parlera de cette option un petit peu plus tard. Il ne faut pas oublier également, on a toujours ce retour en mission, le dynamisme d'être un groupe d'entreprises, même au sein de la délégation. Il y a très souvent du business qui se fait au sein de la délégation. Donc, on ne va pas au Canada ou aux États-Unis pour ça, mais c'est un retour qu'on a très, très souvent d'entreprises. Et puis, en amont également des missions, il y a tout un volet un petit peu formation. Nous organisons donc des webinaires de préparation en collaboration avec Business France, donc sur tous les volets techniques, douane, propriété intellectuelle, pitch de communication. Donc, et puis, vous avez également tout ce suivi au-delà du collectif, tout ce suivi individuel avec votre référent Team France Export et donc un développement, une accélération de votre stratégie à l'export ou d'implantation. Merci Bénédicte. Alors, petit focus sur la mission qui aura lieu du 9 au 13 novembre au Québec, principalement à Montréal. Alors, je ne vais pas les représenter, mais voilà, on s'engouffre dans l'événement qui s'appelle les Entretiens Jacques Cartier, dont je salue la directrice générale, je crois l'avoir vu connectée tout à l'heure. Bonjour Amandine. Donc voilà, c'est un événement annuel qui a lieu en alternance à Lyon et à Montréal.
en 2026, nous sommes sur une année montréalaise et de mémoire, nous sommes pour la 42e édition. Donc, on s'inscrit dans ce dispositif parce que ça nous permettra aussi de profiter de tout ce maillage entre l'écosystème franco-québécois, enfin, auvergnat-rhône-alpin québécois, si je peux dire, à cette occasion. Donc, à noter que les dates des entretiens Jacques Cartier, c'est du 9 au 11, mais nous, on propose une mission sur la semaine complète du 9 au 13 novembre. Rapidement, une trame de programme que nous vous proposons. Vous voyez, il y a un petit astérix, mais c'est normal parce que on est en train de le construire. On est au mois de mai, mais c'est pour vous donner déjà une bonne idée de ce qu'on peut vous apporter. Donc, avec une arrivée à prévoir le dimanche soir. Le lundi 9 novembre, un séminaire Doing Business in Canada. Alors, comme Thomas l'a spécifié tout à l'heure, c'est vrai que c'est là où il a rencontré effectivement tous les partenaires avec lesquels il travaille aujourd'hui, notamment dans le cadre de son implantation qui a suivi dans les mois. Et puis après, donc, programme de rendez-vous B2B, et puis bien entendu, la séance inaugurale des entretiens Jacques Cartier, pour démarrer le réseau, le maillage avec tout l'écosystème. Ensuite, le mardi, une belle opportunité pour le volet économique. Donc, c'est le Forum des entrepreneurs, qui est organisé par entre autres le Centre Jacques Cartier, mais aussi la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui permettra de mettre en avant des synergies entre des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, des partenaires d'Auvergne-Rhône-Alpes et québécois. Sera suivi d'un lunch networking et puis continue la visite collective ou rendez-vous B2B. Le mercredi est proposé pour les secteurs plutôt aéro, défense, sécurité, une mission découverte, donc proposée avec le Centre Jacques Cartier. Donc, l'idée, ça serait d'aller voir les zones d'innovation de Longueuil ou de Mirabel. Et puis, pour les secteurs santé, plutôt une excursion sur la ville de Québec. Voilà, donc j'y reviendrai plus tard quand on pourra faire des points individuels. Et puis, le jeudi 12, on a une belle opportunité également qui nous est proposée par notre partenaire de Granby Industrie sur les Granby Connection, ce qui permet à des entreprises de l'industrie, du semi-conducteur, de l'énergie, de pouvoir bénéficier pareil de maillage avec une convention d'affaires avec des rendez-vous B2B. Et puis la journée du vendredi sera consacrée soit à des rendez-vous B2B individuels ou à une mission collective. Voilà, je passe la parole à Bénédicte. Désolée, je suis allée vite, mais à votre disposition. Merci. Donc, deux dias par rapport au programme de Pennsylvanie. Donc, on a 3 secteurs et donc on aura 3 programmes customisés pour chacun des secteurs. On commence tous à Pittsburgh, donc une arrivée le dimanche 8 novembre à Pittsburgh. Ensuite, 2 jours à Pittsburgh. On commence également par un séminaire Doing Business et puis ensuite, tout le long de la semaine, va s'articuler des visites sectorielles d'entreprises américaines, d'entreprises régionales, d'incubateurs, pôles de compétitivité, sites pertinents pour votre secteur. Les experts sectoriels en ont nommé de nombreux. Et puis, donc ça, c'est Pittsburgh. Ensuite, le mercredi, il va y avoir un transfert. Alors, pour le secteur plasturgie, direction la place Valley qui est à Williamsport. Et donc, là, un programme sur Williamsport le 11-12 pour ensuite aller à Philadelphie. Donc, le secteur plasturgie va faire Pittsburgh, Williamsburg, Harrisburg, et Philadelphie. Pour les 2 autres secteurs, donc pour la santé et la robotique, on commence à Pittsburgh. Il y a le mercredi transport vers Philadelphie avec le soir première soirée réseautage régional avec la délégation institutionnelle et académique. Et puis le jeudi et vendredi, des visites sectorielles pour votre secteur, des rendez-vous B2B. On aura un temps fort réseautage le jeudi soir avec là tous les acteurs de Pennsylvanie et autres entreprises. Donc, prévoir le retour soit le vendredi 13 au soir, ou soit le samedi 14. Je continue par juste quelques sites envisagés, entreprises et sites envisagés pour ces programmes sectoriels. Donc, les visites vont être confirmées une fois que vous allez vous inscrire, mais je souhaitais vous partager quelques noms d'entreprises
américaines, régionales et sites tels qu'ils ont été proposés et listés. Je passe la main du coup à Julie et on finit maintenant par le côté inscription et tarifs. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, effectivement, pour ces 2 missions, nous avons 2 offres qui s'offrent à vous. On a une première qui est plutôt une mission de découverte. Donc, la mission de découverte, on va partir sur un programme plutôt collectif pour rencontrer l'écosystème local, donc aussi bien à Montréal qu'en Pennsylvanie, avec tout un programme de préparation en amont, donc avec les masterclass qui seront opérés par Business France, et puis de la logistique. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 2 tarifs différents, donc 475 € pour Montréal et 975 € pour la Pennsylvanie. Cette différence de coût s'explique par le volet logistique. Comme vous avez pu le voir un petit peu avant dans le programme, il y a plusieurs villes et donc des transports en bus un petit peu plus conséquents que Montréal, où la plupart des choses se font sur place, où le bus est déjà mis en place par le Centre Jacques-Cartier. Et puis pour les entreprises qui sont un petit peu plus matures, qui ont déjà, qui sont prêts pour vendre leurs solutions, leurs produits, on propose une mission prospection. Donc dans cette mission de prospection, on va retrouver la partie découverte collective, mais on va rajouter à cela un programme de rendez-vous individuel qui sera opéré par les experts sectoriels que vous avez vus en début de séquence, donc en fonction de votre secteur d'activité, bien entendu. Pour vous permettre d'aller qualifier un partenaire commercial, un partenaire technique. Ça peut être aussi un partenaire pour le rachat dans le but d'une croissance externe. À noter que par rapport à ce programme de rendez-vous sur mesure, donc il y aura un cahier des charges qui sera bien prédéfini entre l'entreprise, son référent Team France Export en région. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est pour ça que j'ai mes écouteurs. Si vous le, s'il vous plaît, le micro. Merci. Oui, donc voilà, si vous n'avez pas identifié votre référent Team France Export, n'hésitez pas à me contacter ou Bénédicte, on vous donnera les coordonnées de votre conseiller TFE. Et donc là, on est sur un prix de 4 500 € hors taxe. Donc à savoir que les experts vont s'engager sur le contact d'une soixantaine de prospects et peut-être qu'il n'y aura que 5 rendez-vous B2B organisés. Ensuite, petit tarif Early Bird ou Lève-tôt pour les francophones, qui est valide jusqu'au 15 juillet. Donc 400 € pour la mission découverte pour Montréal, 900 € pour la mission découverte Pennsylvanie et 4 000 € pour la mission prospection. Donc là, vous voyez que la mission prospection, c'est 4 000 € pour la Pennsylvanie ou 4 000 € pour le Canada. Bien entendu, ces 2 offres sont éligibles pour les entreprises qui sont lauréates du France 2030 Export et également sont éligibles d'un dossier d'assurance prospection de BPI. D'autres sources de financement, à toi Bénédicte. Merci Julie. La Diane n'a pas encore bougé. Ah, ça devrait être bon. C'est bon, merci. Donc, nous avons en source de financement les PDI, donc Plan de développement à l'international, avec donc les pôles de compétitivité, un par secteur, donc Polyméris pour la plasturgie, Lyon Biopôle pour santé medtech et SIM pour robotique industrielle. Donc, ces PDI peuvent prendre en charge vos vols, donc avion et frais de séjour avec un maximum de 343 € par jour sur 5 jours. Donc, on pourra rentrer en détail là-dessus, mais sachez qu'il y a cette aide et que vous pouvez postuler. Il y a un nombre limité de PDI par secteur, donc je vous invite le premier inscrit sera le premier servi. Donc, je vous invite à vous, si intérêt, à prendre contact avec moi le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier de ce PDI. Vous pouvez également prendre contact avec le pôle si vous êtes adhérent. Sachez que si vous n'êtes pas adhérent à ces pôles, nous avons la possibilité de vous faire bénéficier du PDI, même sans être adhérent. Julie.
Merci Bénédicte. Donc là, sur le plan de financement pour la mission Canada, donc même principe, donc grâce au plan de développement à l'international du pôle Minalogique et du pôle CIM, que je remercie encore une fois pour leur partenariat et leur appui dans cette mission. Donc, même format, prise en charge du déplacement d'une personne de l'entreprise, donc avec un plafond jusqu'à 50%, donc à savoir une subvention de 600 € sur le billet d'avion, sur aussi la prise en charge de frais de séjour, donc toujours pour une personne de l'entreprise, à savoir 308 € par jour sur cette journée, donc ce qui équivaut à 1078 € de subvention, et pour un total de 1678 € de subvention. Donc, comme l'a indiqué Bénédicte, voilà, donc c'est éligibilité pour les TPE-PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, et bien entendu mobilisable dans la limite des places disponibles. Un petit complément, Gaëlle en a parlé en tout début de réunion, pour les jeunes entrepreneurs de moins de 36 ans. L'Office franco-québécoise pour la jeunesse, donc avec son partenariat avec la région, permet de bénéficier d'une bourse de 1300 € qui permet voilà, de pouvoir payer son billet, l'hôtel, etc. Donc pareil, il y a un dossier à constituer, mais n'hésitez pas à me contacter sur le sujet. On en a parlé brièvement, mais vous pouvez également mettre les dépenses liées à votre mission, voilà, toutes les dépenses qui sont liées à votre mission, vous pouvez l'inclure dans un dossier d'assurance prospection BPI France. Je ne vais pas aller dans le détail, mais si vous avez besoin, on peut vous mettre en relation avec votre délégué international, voilà, qui est dédié par rapport à votre département. Voilà. Et donc, tout est complémentaire entre la subvention via les PDI, via la région, mais aussi via le programme France 2030 Export. Et enfin, dernière dia, c'est comment vous inscrire. Je vous ai envoyé les liens à nos pages Internet et nous vous renverrons ces liens. Où vous pouvez en fait télécharger le bon de participation. On vous invite à le compléter et nous le renvoyer directement à Julie et moi-même. La date limite d'inscription est le 31 août pour nos 2 missions. Et pour rappel, pour bénéficier du tarif Early Bird avant le 15 juillet, vous avez nos coordonnées inscrites. Nous, ensuite, on s'occupe de la coordination avec l'équipe Business France au travers de votre référent TFE. Donc, on s'occupe de tout. Inscrivez-vous et ensuite, on vous mettra en relation avec les bons contacts. Et dernière dia, c'est nos coordonnées et puis on va ouvrir aux questions, même si on a quelques minutes de retard. Si jamais il y a une ou deux questions, n'hésitez pas. La parole est à vous. Profite également pour vous faire un petit pense-bête. On a deux actions. Une le 8 juin prochain à Annecy, dans le cadre des rendez-vous de la TFE, les connexions de la TFE, où donc Bénédicte avec Christina Rebuffet va animer un atelier sur l'interculturel, donc les idées reçues aux USA et au Canada. Donc, ça sera l'occasion aussi d'avoir quelques compléments d'information et une pré-formation à cette occasion. Et puis une deuxième date qui est double, à savoir le mardi 23 juin. Ça se déroulera à Lyon, dans les locaux de la région, en marge de l'événement de lancement des entretiens Jacques Cartier. Donc, même atelier sur l'interculturel avec les idées reçues, Amérique du Nord, voilà, États-Unis, Canada. Et ça sera effectivement l'occasion d'échanger et voilà, de peut-être valider ou pas votre inscription à nos missions. Je tenais à remercier tous les participants et puis tous nos partenaires parce que certains étaient également connectés et n'ont pas pris la parole aujourd'hui. Merci à tous. On reste à votre dispo et puis à bientôt. Merci.